Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça commence à faire un bail. Ouais. Bon, il était temps que je revienne. Comme l'année dernière, on se retrouve pour un magnifique récap des films que j'ai vus en 2022. Formule totalement changée par rapport à l'année dernière, puisque aujourd'hui, on va pas voir la totalité, on va pas passer en revue la totalité des films que j'ai vus, mais une petite sélection, une poignée que j'ai choisi le meilleur des meilleurs. Enfin, surtout les films dont j'avais le plus de choses à dire dessus. Par rapport à l'année dernière, je crois que le nombre de films vus, le record a été explosé. L'année dernière, si mes souvenirs sont bons, j'avais vu 87 films, 89, je sais plus. Et cette année, on est à 147 films vus. 147 films vus, 22 films qui sont sortis en 2022. Ça fait pas beaucoup. Dont 3 de ces films au cinéma. J'avais dit que logiquement, je voulais essayer de revoir des films en salle. Bon, ça n'a pas été possible. Du coup, ces 147 films, ça donne en moyenne presque 3 films par semaine, ce qui n'est pas non plus énorme. Enfin, un peu quand même, puisque j'ai mes études à côté. Et sur ces 147, il y a 6 films que j'avais déjà vus auparavant et que j'ai revus. Et voilà. Alors du coup, dans ces 140 films, comme je vous l'ai dit avant, j'en ai pris à peu près une quarantaine que j'ai vraiment... voilà. Il y a du très bon film, comme il y a vraiment de la grosse merde. Donc là, pour cette année, je vais fonctionner comme ça. On va voir d'abord les films que j'ai moyennement aimés, voire pas du tout. Et ensuite, on va aller crescendo, donc du plus mauvais au meilleur. Et sans plus attendre, on va commencer. Bon, on commence pas par le meilleur, comme je vous l'ai dit, on commence par les films que j'ai moins aimés. Et en premier, on commence avec All Inclusive de Fabien Antoniente, sorti en 2019. J'ai jamais vu un film... Alors, je sais, l'année dernière, j'avais dit que Bad Buzz, c'était vraiment un film de merde. On a réussi à faire pire. Enfin, peut-être pas pire, mais c'est quasiment pareil. Hein. Non, franchement... All Inclusive, ça... c'est vide. C'est un film vide. C'est 1h30, quasiment, où c'est que des plans de remplissage. On va mettre Franck Dubosc avec François-Xavier de Maison à la piscine, à la plage, en excursion, etc. C'est pourri. C'est pourri, c'est incohérent en plus. Parce que contrairement à Bad Buzz, ils ont quand même essayé de faire un truc qui était un minimum cohérent. Que là, non. En fait, c'est juste une histoire basique de merde. Parce que pour le coup, c'est vraiment de la merde. Et il n'y a rien en fait. C'est un vieux diesel qui a du mal à démarrer. Et une fois qu'il a démarré, il fait 10 mètres. Et au bout de 10 mètres, c'est directement la casse en fait. Tu peux parler français, s'il te plaît. Faut savoir que, quand même, dans le film, il y a à peu près... Allez, à la minute, il y a à peu près 5 vannes. 5 vannes à la minute. Il n'y en a aucune qui marche. Et quand c'est pas des vannes pas drôles, c'est carrément des vannes racistes. Donc bon, c'est... dites-vous que vous avez forcément mieux à faire que voir ce film. Vraiment. C'est indéniable. Et pour vous dire, Franck Dubosc, lui-même, regrette ce film. Il l'a avoué dans une interview GQ, je crois. All Inclusive avec Fabien, on sait très bien, l'un et l'autre, au final, quand on voit le truc, qu'on s'est trompé. Qu'on n'a pas... on le sait. On n'a pas fait exprès de se tromper, on a travaillé, mais on s'est trompé. Bon, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis si un journaliste dit que c'est bon, on va lui dire non, parce que je te crois plus. Si tu dis que c'est bon, je te crois plus. On s'est trompé. 0,5 sur 5. Je peux rien faire de plus.
Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien de bien en fait. Ce film-là, c'est un peu difficile d'en parler sans avoir des mots crus. On va parler de Serbian Film. Serbian Film, si vous ne connaissez pas et que vous en avez jamais entendu parler, tant mieux. Vraiment. Là, c'est vraiment un instant un peu sérieux. Serbian Film, ça fait partie des snuff movies. C'est-à-dire que c'est des films qui mettent en scène des scènes de torture, des scènes de viol, des scènes de massacre, et tout ce qui s'ensuit. Et The Serbian Film, enfin Serbian Film, en est la définition parfaite. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que c'est vraiment un des pires films que j'ai vus. Et enfin, quand je dis pire film, d'un point de vue du scénario, mais aussi visuellement. C'est horrible. Parce que faut savoir que dans le film, attendez, parce que j'ai pris des notes. Hein. Dans le film, on nous parle de viol, des scènes pédophile et des scènes misogynes. C'est en gros le réalisateur qui s'appelle comme ça, imprononçable. Il expliquait que c'était parce que le film, c'est un film serbe. Et le réalisateur expliquait que c'était par rapport à la guerre en Yougoslavie, en gros les Occidentaux avaient opprimé le pays, enfin bref. Vous irez voir la page Wikipédia du film. Alors si mes infos sont bonnes, ce film a été interdit à la projection dans plusieurs pays. Apparemment ça serait l'Espagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et la Norvège. Et apparemment la liste continue encore. Non, vraiment, c'est très compliqué de voir ce film. D'ailleurs, il fait partie des icebergs. Si j'arrive à retrouver la photo, je l'afficherai là sur le côté. Ce film fait quand même partie des icebergs des pires films de l'humanité. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'il montre des trucs atroces. Vraiment. Je suis un peu mon feldup là-dessus, mais vraiment, c'est... Bon après, si on parle vraiment du film en lui-même, c'est de la daube, vraiment, c'est pourri. L'intrigue, en fait... Le postulat de base est plutôt bien, et vraiment bien entre très gros guillemets. Mais en fait ça se casse la gueule parce que on nous force à regarder des scènes absolument atroces sans aucune justification en fait. C'est juste nous balancer du gore pour du gore. Bah oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne les gars. C'est... Non. Au bout de 20 minutes, on comprend plus rien quoi. Le scénario a plus aucun sens au bout de 20 minutes. Non. Et je crois que parmi les scènes les plus dures que j'ai pu regarder dans le film, parce que je mettrai en description justement la page Wikipédia du film qui résume un peu le film. Si vous avez vraiment les boyaux bien accrochés, lisez-le, parce que wow, ça transcrit un peu le film. Et faut être bien accroché pour pouvoir le lire. Et encore plus pour pouvoir regarder le film. Il y a quand même une scène dans le film où Milos, le personnage principal, met littéralement sa dans l'orbite d'un de ses ravisseurs. Je préfère même pas poursuivre là-dessus, c'est... Préservez-vous et ne regardez pas ce film. Vous vous en doutez, mais j'ai mis 0,5 sur 5, forcément. Alors on prend une demi-étoile en plus, et on va parler de Sinister, réalisé par Scott Derrickson, et sorti en 2012. C'est un film bien naze, vraiment. C'est un peu dans la même veine que American Nightmare, le premier. On essaye de nous faire peur en nous
mettant des jumpscares et des screamers à toutes les sauces. Vraiment. Au bout d'une heure, on a juste envie de ronfler. À la limite, on peut pas retirer que le film est visuellement pas trop mal. Mais sinon, c'est vraiment tout pourri, en fait. Ça tient pas debout. Vraiment. Le surjeu, vraiment gros souci dans ce film. Le surjeu, Ethan Hawke, c'est encore une bonne raison pour te détester. Ouais, non, vraiment, c'est naze. C'est naze, c'est pourri. Et le film dure quasiment 2 heures. Voilà, c'est du 1h50 de caca, et voilà. Bon, 1 étoile sur 5, hein, forcément, vous vous en doutez. On prend une demi-étoile en plus, puisqu'on va parler de Don't Look Up d'Adam McKay, sorti en 2021. Alors, ce film, c'est une torture. C'est une torture parce que ce film, il est vraiment tout pourri aussi. Enfin, tout pourri. Non, il n'est pas tout pourri, mais... il est chiant comme film, on se fait chier. Ça fait partie des films que je comprends pas, c'est incompréhensible. Il y a un casting de folie. Vraiment. Là, dans ce film-là, il y a quand même des acteurs de dingue. Et le film est nul. Et ça, on va en reparler un peu plus tard, mais... c'est dommage. Enfin, c'est dommage, frustrant et aussi incompréhensible. Comment tu peux mettre autant de pognon dans des acteurs que tu choisis pour faire des films de merde? Franchement, le pire, ça reste quand même Jennifer Lawrence dans le film. Insupportable. On a envie de la claquer. Vraiment, de lui claquer la gueule. Du début jusqu'à la fin. Allez, barre ta race, espèce de vieille salope! La fin est catastrophique. Moi, je me pose sérieusement la question. C'est, est-ce que Netflix a réussi à faire des bons films? Parce que quand même, ils nous ont pondu des bons gros films de merde. Et encore, là, récemment, cette année, Glass Onion, c'était pas dingue non plus. Et c'est dommage, il y a peut-être 2-3 films qui sortent du lot, mais sur la quantité de films qu'ils font, c'est une goutte d'eau. Les bons films Netflix, c'est une goutte d'eau dans un océan de merde. Vraiment. Bon, du coup, vu que j'ai quand même un tout petit peu de sympathie pour DiCaprio, que j'ai vraiment trouvé assez convaincant dans le film, j'ai mis 1,5. Alors, on va enfin parler d'un film sorti en 2022, puisqu'on va parler de Esther 2, réalisé par William Brent Bell. Pareil, pourquoi il y a une suite? Pourquoi on a fait ce film? Non, c'était pas nécessaire, les gars, vraiment. Et le fait d'avoir pris Isabelle Fuhrman, qui jouait justement Esther dans le premier, et la faire rejouer dans le deuxième, dans le même rôle, non, non, ça se voit en plus, c'est dégueulasse. Vraiment, il y a des plans de coupe où tu vois bien que c'est une adulte. Elle a quand même quasiment 30 ans. Tu le vois. Donc du coup, c'est vrai que ça donne un aspect bizarre où, quand c'est Esther qui parle, on a une vue en plongée, et quand c'est son interlocuteur, contre-plongée. Ça donne un truc qui est moche, qui va pas en fait. Ils auraient mieux fait de caster quelqu'un qui pouvait potentiellement lui ressembler. Mais là, du coup, tu vois bien que c'est une adulte en fait. C'est une adulte. Et oh! Techniquement, le film est dégueulasse. Vraiment, pour vous dire, il y a même des zooms qui ont été faits au montage. Mais vraiment dégueulasse. Genre par exemple comme ça. Moi j'arrive à le faire avec PowerPoint au pire. Mais pareil, il y a des effets spéciaux, on dirait des sketchs Studio Bagel quoi. Sorti en 2013. 2022 les gars, quand même. Réveillez-vous. À un moment donné quand même. Et même du niveau du scénario, en fait, c'est quasiment un copier-coller du 1. Vraiment. Et c'est dommage parce que il y avait justement toute une histoire autour du... de toute façon, si vous avez vu le 1, vous le savez. L'hôpital psychiatrique en Estonie, etc. Là, on passe rapidement à autre chose, en fait. C'est-à-dire que peut-être 20-25 premières minutes, on voit justement Esther qui est dans sa chambre en hôpital psychiatrique en Estonie, etc.
Et tout de suite, elle est arrivée aux États-Unis. C'est dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment un truc qui aurait pu être sympa et qui aurait pu être exploitable. Et voilà. Mais ouais, donc du coup, 1,5 sur 5 parce que j'ai pas non plus passé un moment atroce. C'était divertissant, voilà, mais rien de plus. Bon, on continue sur cette lancée avec Bac Nord de Cédric Jiménez, sorti en 2021. Alors, c'est vrai que c'est un peu tiré sur l'ambulance que descende le film, mais je vais quand même le faire parce que j'en ai strictement rien à foutre. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Le film est une merde, vraiment. Je trouvais ça vide, vraiment. C'est la haine, mais de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, c'est... En fait, c'est nul. Jiménez se prend pour une espèce de Kassovitz moderne, entre très gros guillemets, et c'est vraiment pourri. Enfin, pour vous dire, il y a même une scène où on entend ce cri. Je vous le jure. Le cri de Willem dans un film de flic. Mais je crois que le pire reste quand même François Civil dans le film. Alors oui, vous allez me dire, François Civil, machin, blablabla, il est beau, machin. Non. C'est une passoire, ce mec. C'est une passoire. Il donne rien à l'écran. Il transmet rien. Et dans le film, le pire, c'est même pas son jeu d'acteur, c'est son accent. Parce que il est censé avoir l'accent marseillais. Mais c'est un accent marseillais qui est là une réplique sur deux. Donc une réplique, il est François Civil. Et sur une autre réplique, il est François Civil du Sud. Mais du Sud de Paris. Tu vois, c'est un accent marseillais timide. En plus, bon, moi après je suis un peu tatillon. Hein, mais le film est anachronique. Bon, pour ceux qui ont vu le film, de toute façon je spoil, j'en ai rien à foutre. À un moment donné, les trois protagonistes se retrouvent en prison et on voit à la télé un extrait du JT de Pujadas. Faut savoir que Pujadas, il est plus au JT de TF1, de France 2 depuis, je crois, si mes souvenirs sont bons, 2015-2016 à peu près. Ils ont foutu du Joule avant. Bah ouais, c'est un peu anachronique. Alors oui, c'est vrai, je joue un peu sur les petits trucs. Mais bon, voilà. En vrai, il y a des bonnes images. C'est le seul point positif dans le film, en fait, c'est... Oui, bon, voilà, il y a de belles images. C'est pour ça que j'ai mis 1,5, il n'y a rien à en tirer, quoi. On parle maintenant de Top Gun, le premier, réalisé par Tony Scott, et sorti en 86. C'est un classique, vraiment ? Non, parce que on voit ça, je me remets dans le spectateur de l'époque, etc. Oui, bon, c'est peut-être dingue. Mais vraiment, classique, c'est juste un film cucu. Et vraiment, il n'y a pas de grosses scènes d'action. Pour l'époque, c'est vrai que c'est dingue de filmer les acteurs sur l'avion, etc. Oui, bon. Mais même, il n'y a rien. Pareil, la BO du film, elle me donne envie de me couper les veines, tu vois. C'est affreux, je l'ai tellement entendu. Et même, elle est horrible, j'en peux plus. Aidez-moi. Sortez-moi de là. Vraiment, les quadragénaires et les quinquagénaires, vous avez surglorifié le film. Vraiment, il est pas dingue. Pour moi, c'est pas un classique. Pour la culture populaire, oui. Pour moi, non. Vraiment, c'est un film pourri pour moi. Enfin, pourri. J'ai pas passé un super moment, mais c'était pas non plus aussi horrible. C'est supportable. J'ai mis 2 sur 5. Alors on va parler d'un des films de Baz Luhrmann. Non, ce n'est pas celui que vous pensez qui est sorti cette année. On en reparle un peu plus tard, mais on va surtout parler de Gatsby le Magnifique, sorti en 2013. Alors c'est le premier film de Baz Luhrmann que je voyais. Waouh, putain, la claque dans la gueule que j'ai pris. Mais dans le mauvais sens, ça m'a fait mal. Non, vraiment, c'est nul. Enfin, c'est nul. Non, mais je veux dire, c'est un enchaînement d'images. Tu sais même pas ce que tu regardes, tu sais même pas l'apprécier. C'est vraiment Baz Luhrmann, c'est l'espèce de fast-food du cinéma. C'est-à-dire qu'on essaye de te balancer un maximum d'images
avec des plans de caméra hyper dynamiques, bouger la caméra un peu dans tous les sens, mais derrière, c'est vide. Il n'y a rien. Pareil, il y a des scènes qui sont hyper mal incrustées, ça se voit, c'est... Même moi, avec un fond vert, je fais peut-être mieux. Et pareil, ce que je parlais un peu dans Bac Nord à propos de l'anachronisme, c'est un film, Gatsby le Magnifique, faut savoir que c'est pendant les années 20. Baz Luhrmann nous fout du Kanye West en plein milieu. Eh oh, faut se réveiller là. Kanye West, années 20. Même si en ce moment Kanye West et les années 20 ça se fricote un peu, quand même, oh, faut se réveiller là. Bon, il faut quand même avouer qu'encore une fois, DiCaprio sauve le navire, hein, vraiment, parce que sinon c'est catastrophique. Tobey Maguire, bon, il a quand même... Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me détacher de l'image qu'il a dans Spider-Man, l'espèce de débile, super-héros un poil débile. Mais dans ce film-là, j'arrive pas à voir autre chose, quoi. Mais en vrai, c'est pas le pire, vraiment. Bon, 2 sur 5 aussi, hein. Alors, on va parler d'un autre film sorti cette année, et réalisé par David Cronenberg, c'est Crime of the Future, ou Les Crimes du Futur en français. Eh bien, je crois que David Cronenberg est bien finito, les gars. Non, vraiment... Les Crimes du Futur, j'ai l'impression qu'il a voulu... Parce que Les Crimes du Futur, de base, c'est un film qui date des années 70, qu'il a refait aujourd'hui. Et... Non, si t'avais pas envie de faire le film, personne t'obligeait, David, hein, vraiment. Hein. Personne t'obligeait. Hein. Non... En plus, il y a Léa Seydoux que moi, pareil, j'ai envie de frapper. Je déteste viscéralement cette actrice. Non, en fait. Pourquoi t'as fait ça? Le film, il est mal rythmé. On nous jette dans un univers où on ne comprend rien. On n'a aucun repère. Et on est censé apprécier le film. Vraiment. Là, j'ai vraiment perçu le film comme Cronenberg qui tient une énorme pancarte en disant vous voyez, je fais du gore là, vous aimez bien là le body horror là, hein, vous aimez bien? Bah oui, mais ça marche pas, encore une fois. Non, alors j'ai vu Vidéodrome avant-hier, je crois, au moment où je tourne la vidéo, avant-hier. Et j'avoue que du coup, je comprends un peu plus les crimes du futur. Mais, quand même... Non. 2 sur 5 aussi, parce que, pareil, il n'y a rien à en tirer, là. Mis à part la BO. La BO est sympa. Sans plus. Mais sympa quand même, fallait le souligner. Bon, on continue dans les films décevants, sortis cette année, puisqu'on va parler de Nope, de Jordan Peele. Jordan Peele est un réalisateur ultra frustrant, dans le sens où c'est un mec qui a de l'or dans les mains, mais il sait pas quoi en foutre, en fait. Et du coup, il nous propose des films pourris. Enfin, de merde. Enfin, pas top, comme là. Et le film est chiant à mourir. Vraiment, c'est mal rythmé, c'est mal joué. Et du coup, on ronfle, hein. Et les personnages principaux, en fait, ils sont tellement mal écrits que tu peux pas vraiment t'y accrocher. C'est littéralement des PNJ, en fait. Ils sont là juste pour dire il y a des acteurs dans le film. Pareil pour les dialogues, c'est mal écrit, c'est horrible. Alors il y a quand même 2 choses que je retiens et qui sont quand même pas mal dans le film. De 1, les effets spéciaux, qui sont quand même assez dingues. Moi j'en ai pris quand même plein les yeux, ça faut pas leur tirer. Et 2, Gordy. Alors pour ceux qui ont vu le film, c'est l'espèce d'interlude qu'on voit avec le singe. Et j'ai trouvé ça génial. Là, Jordan Peele, tu me plais. Alors, moi, je suis pas contre. Soit une série, soit un film, carrément. Ou un court-métrage, peu importe. Court ou long-métrage. Sur Gordy. Là, j'en suis. Mais Nope, non, en fait. Nope, c'est non. Vous l'avez chez vous ? Donc pareil que pour les 2 autres films avant, c'est 2 sur 5. Alors on va parler d'un film réalisé par Coppola, père. Et non, ce n'est pas l'Apocalypse maintenant. On va parler de Dracula,
sorti en 97. 92, raté. Non, je suis un peu déçu par le film. Il y a vraiment des grosses longueurs. Vraiment, le film est pareil, assez plat, assez lent. Et ça souffre vraiment de grosses longueurs. Alors, je vais pas parler de Gary Oldman, hein, parce que se grimer encore pour donner une prestation qui frôle le surjeu, ça sert à rien de souligner ça. Le scénario, lui, par contre, est ultra téléphoné dans le sens où, au bout de 10 minutes, on sait ce qui va se passer. Alors, tout n'est pas acheté non plus. Il y a quand même le trio principal, entre guillemets, du film avec Keanu Reeves, Winona Ryder et Anthony Hopkins, qui sont vraiment... ils crèvent l'écran, quoi. Ils sont vraiment géniaux. Moi, c'est des acteurs que j'apprécie énormément. Et c'est un peu dommage d'ailleurs que dans ce film-là, Keanu Reeves, on le voit pas beaucoup, parce que je pense qu'il aurait pu donner quelque chose de vraiment intéressant. Et pareil, les maquillages et les costumes sont magnifiques. Ça, il y a eu un travail dessus qui est bluffant, vraiment. Bon, vu que j'en attendais beaucoup et que j'ai quand même été relativement déçu, j'ai mis 2,5 sur 5. Voilà. Bon, on reparle d'un film sorti en 2022, on va parler de X, réalisé par Ti West. Ti West est la plus grande fraude du cinéma actuellement. Oui, t'as fait un slasher qui se moque des slashers, qui reprend le code des slashers, d'accord. Et ton film, il est pourri. C'est pas dingue, vraiment, c'est oubliable. C'est beau, ça on peut pas le nier, c'est quand même assez stylé au niveau de l'image. Ça fait chier, vraiment, c'est ennuyant comme film, vraiment. C'est dommage, parce qu'il y avait Kid Cudi dans le film. Kid Cudi qui fait un porno. Oui, voilà. C'est l'esthétique qui m'a vraiment plu. Sinon, le reste, nul. Ti West, j'attends quand même la suite de X qui s'appelle Maxine, je crois. Mais là, pour le moment, tes films sont vraiment plus que moyens, quoi. Donc pareil que pour le film d'avant, hein, 2,5. Bon, alors là, je vais m'attaquer à un film qui est extrêmement aimé par les gens, qui est vraiment adulé par certains. Et je sais que je me suis déjà fait taper sur les doigts, mais là, je crois que ça va être encore pire. Prisoners de Denis Villeneuve, sorti en 2013. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que Villeneuve a quand même la capacité de faire des beaux films, mais qui sont au niveau du scénario totalement. Moi, ce film, c'est vraiment de la branlette intellectuelle. C'est-à-dire que les gens pensent avoir un QI de 150 pour pouvoir comprendre le film. Je comprends pas pourquoi les gens l'adorent, ce film. Parce qu'en vrai, il est pas dingue, vraiment. J'ai vraiment juste l'impression que c'est un film, enfin, au niveau de la direction d'acteurs, le jeu des acteurs, c'est vraiment un jeu qui est fait pour essayer de récupérer un maximum d'Oscars. Et clairement, on m'a survendu le film. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai détesté. Donc 2,5 aussi. Vraiment, c'est comme les connards qui pensent que Nolan est un génie. Non, Villeneuve n'est pas un génie pour Prisoners. Autant sur Dune, je vous laisse le bénéfice du doute. Mais là, non, Prisoners, c'est mort. Alors on continue sur mes avis qui vont diviser, puisqu'on reparle de Baz Luhrmann. Et là, on parle bien d'Elvis. Sorti en 2022. Baz Luhrmann, je te déteste. Vraiment, je te chie à la gueule. Arrête tes casse-couilles, la merde! Dans l'année dernière, j'avais déjà dit à quel point je détestais Nolan. Mais vraiment, Baz Luhrmann, je crois que t'es à peu près au même niveau. Bouger la caméra dans tous les sens, ça fait pas quelque chose de bien, en fait. J'ai vraiment eu l'impression de voir un trailer d'Elvis, du film Elvis, pendant 3 heures. Tellement ça va vite, ça bouge dans tous les sens. Ah là là, t'as vu? C'est la première fois que je vois Tom Hanks jouer aussi mal. Pour vous dire, on aurait mis Jared Leto à sa place, on n'aurait rien vu en fait. Il est
horrible. Il joue comme une pine. Il joue comme une pine dans Elvis, Tom Hanks. Vraiment, dans le colonel Tom mes couilles, là, je sais plus. Et vous pouvez être sûr que Austin Butler, donc Elvis, dans le film, va gagner l'Oscar du meilleur acteur. Mais ça sera pas super justifié. J'ai pas trouvé que sa performance était waouh. Pour moi, ça mérite pas un Oscar, quoi. C'est un film très académique sur certains points, mais non, moi j'ai pas été vraiment subjugué par ce film. 2,5 aussi. On continue avec un film sorti cette année encore, 3000 ans à t'attendre de George Miller. Je suis un peu partagé parce que c'est visuellement un très beau film. On voit que George Miller, il s'est vraiment éclaté à faire ce film parce que visuellement, il y a des trucs, il y a des propositions ultra intéressantes. Les effets spéciaux, on en prend plein les yeux, mais vous pouvez être sûr que dans 3 ans, le film sera moche parce qu'il y a trop d'effets spéciaux. Ça, c'est que mon avis. Alors, je sais pas trop si j'aime vraiment ce film ou si je l'aime pas, en fait. C'est pour ça que j'ai mis 2,5 aussi, parce que le film est quand même lent, il est assez ennuyeux, mais il arrive quand même à être touchant, parce que le duo Idris Elba et Tilda Swinton arrive quand même à nous happer. Mais voilà, en fait, on arrive à s'accrocher au personnage, mais une fois que c'est trop tard. Donc, pour ceux qui ont vu le film, hein, la dernière partie... En fait, ça aurait dû être ça, le film vraiment au complet. Ça aurait été, je pense, peut-être mieux. Après, le film est ce qu'il est, mais voilà, je pense que ça aurait peut-être pu être intéressant de développer un autre point de vue. Moi, ça fait partie des films où je sais pas trop me situer. Si je l'aime bien ou si je l'aime pas, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Mais j'étais pas en extase devant le film. Bon bah on continue, hein, avec des films sortis cette année, et avec Don't Worry Darling d'Olivia Wilde. En fait, ce film, c'est un patchwork de concepts qui sont intéressants individuellement, et même une fois rassemblés, mais là, ça essaye plus de survivre qu'autre chose. En fait, le film, tous les ressorts scénaristiques, vraiment les grosses ficelles, enfin là c'est même plus des ficelles, c'est vraiment des cordes. On les voit du début jusqu'à la fin, on arrive un peu à être surpris, et c'est pas non plus dingue quoi. Alors en fait ce film, il souffre de 2 influences que j'ai trouvées. D'un côté il y a l'influence de Parasite, avec une critique de la société, qui là pour le coup est vraiment pas très subtil, et une espèce de changement de genre en plein milieu du film. C'est-à-dire que dans Parasite, on passe d'une comédie dramatique à un thriller. Là, on est plus sur du thriller psychologique qui s'en va vers de la science-fiction. Vous voyez ? Et l'autre influence de Don't Worry Darling, c'est Midsommar, dans le sens où on est dans une espèce de communauté un peu malsaine, etc. Et c'est un peu dommage que Midsommar, et ça je fais juste une petite parenthèse, que Midsommar ait influencé plein de films, c'est un fait, mais qu'on se retrouve avec des copies qui soient vraiment plus que moyennes, ça c'en est une autre. Bref, Florence Pugh, je sais pas comment ça se prononce. Pareil, j'ai envie de l'éclater. Lui éclater la gueule. J'en peux plus. Dans chaque film qu'elle fait, elle passe son temps à chialer. J'en peux plus. Donnez-lui d'autres rôles que la chialeuse en chef. Arrêtez, vraiment. Et Harry Styles, j'en parle même pas, c'est une flaque d'eau. C'est... Rien à l'écran. 2,5, on passe à autre chose, vraiment. Comme je l'ai dit, on va passer à autre chose, puisqu'on va passer de l'autre côté de la barrière, et on va parler des films qui m'ont quand même un peu plus plu, et on commence tout de suite. Alors dans cette deuxième partie, on va parler des films qui m'ont un peu plus plu, et en premier lieu, on va parler de La pièce rapportée, réalisée par Antonin Peretzko,
est sorti en 2022. Alors c'est un film qui est vachement mignon. Genre c'est un film sympa. Vraiment, les comédiens jouent vraiment bien. Moi ça m'a plu. Vraiment un petit dimanche après-midi, vous ne savez pas quoi faire. Vous voulez regarder un petit truc sympa. La pièce rapportée. Anaïs de Moustier, Philippe Catherine, Josiane Balasco. Et voilà. Non, vraiment, c'était cool. Moi, j'ai passé un bon moment devant le film et ouais, c'est mignon, c'est sympa. Voilà. Donc, je vous le conseille. Il est sur Canal en ce moment, je crois. Donc, profitez-en. J'ai mis 3,5 sur 5. Vous voyez, on commence à aller crescendo. On continue avec Coupé d'Azanavicius est sorti en 2022. Ben, ça a été une bonne surprise. De base, donc faut savoir que Coupé, c'est un remake d'un film japonais, si je dis pas de conneries, qui s'appelle One Cut of the Dead. C'est un remake français. Bah, c'est une belle surprise. Si vous voulez voir ce film, faut être bien accroché, parce que au début, on sait pas ce qu'on regarde. Vraiment, on sait pas si c'est le film ou c'est le film dans le film. Et c'est vrai que du coup, on est un peu perdu et on pourrait se dire, bon, le film, c'est une daube. On arrête là. Et en fait, non, c'est à partir d'une demi-heure, je crois, où là, en fait, le film commence à vraiment continuer à se boucler, en fait. Il continue à avancer dans son cheminement et on se rend compte que le film est super bien construit et que vraiment c'est vraiment génial en fait. Mention spéciale pour J.P. Zadi qui a vraiment un rôle qui m'a fait mourir de rire. Chacune de ses répliques m'ont fait rire. Mais ouais, non, franchement, en plus, c'est quand même des acteurs qui ont joué dans des très gros films. Hein. On parle de Romain Duris, on parle de Bérénice Bejo quand même. Et c'est des acteurs qui arrivent quand même à jouer le surjeu sans que ça devienne lourd. Donc franchement, bravo. Et bah pour moi, c'est un remake réussi. On dira ce qu'on voudra, mais pour moi, ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai mis 3,5 sur 5 aussi. On va parler d'un autre film sorti en 2022 et réalisé par Léa Missius. Ça s'appelle Les 5 Diables. Alors, c'est un bon film. Vraiment, c'est un bon film. Mais le film est ultra frustrant. Il y a toute une ambiance qu'on essaye d'installer à travers le film qui est gâchée par des mouvements de caméra qui sont vraiment mécaniques, entre guillemets, trop mécaniques, trop froids, et qui, moi, m'ont bloqué pour que j'arrive vraiment à me mettre dans le film à fond. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment un très bon film. Je vous laisse le découvrir. Ça se voit que en France, on a quand même la chance d'avoir de très bonnes réalisatrices de films de genre. Je pense qu'il y a encore de belles choses à exploiter dans le cinéma de genre. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis 3,5 sur 5. Je suis sûr que vous allez l'adorer, en tout cas. Moi, je l'aime bien. Alors, on va parler d'un autre film, pareil, que j'ai beaucoup aimé cette année. C'est 5e set de Cantareno, sorti en 2020. Alex Lutz nous livre encore une prestation mémorable. On va en reparler un peu plus tard, mais c'est pas le premier film d'Alex Lutz dans... Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais entre guillemets, dans le même sillage, entre guillemets, je sais même pas si ça se dit, de ce qu'il a fait auparavant. Et le film est vraiment prenant du début jusqu'à la fin. Il arrive à nous faire vibrer comme si on était clairement dans les gradins. Et c'est... waouh, en vrai. Tellement prenant que j'ai failli emboutir ma télé, tellement la fin m'a frustré, vraiment. Le film se termine,
d'une façon tellement conne que j'avais envie de défoncer ma télé. J'étais vraiment énervé. En vrai, je me dis, si ça s'est terminé comme ça, c'est peut-être pas plus mal dans un sens. Non, Alex Lutz, c'est incroyable dans le film. Kristen Scott Thomas joue une mère ignoble et pareil, très bonne. Et par contre, Anna Girardot, je l'ai trouvé un tout petit peu en dessous parce que j'ai trouvé un peu caricatural dans le rôle qu'elle joué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 3,5 sur 5. Film que je vous conseille aussi, c'est une petite pépite qui est passée un peu inaperçue du grand public parce que forcément sorti en 2020, je vous fais pas de schéma. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est pas la dernière fois qu'on parle d'Alex Lutz. Alors on monte encore d'un cran puisqu'on parle d'Inglourious Bastard, sorti en 2009 et réalisé par notre Quentin Tarantino préféré. C'est un film dont j'ai pas trop de souvenirs, enfin si quand même, je peux pas dire que j'ai pas trop de souvenirs. Le Au revoir Shoshana, je peux pas l'oublier, c'est Monsieur Lapadite, pareil. Non vraiment, Christopher Waltz dans le film est exceptionnel, il est incroyable. C'est un rôle malheureusement, je dirais, qui lui va super bien et la claque vraiment que j'ai pris devant le film. Et je trouve par contre que c'est un des films de Tarantino qui souffre le moins de longueur. Dans tous les Tarantino, il y a peut-être bonne vingtaine, voire trentaine de minutes où il y a un petit passage à vide. Là, non, ça allait. Et en vrai, ouais, non, c'est un très bon film. Bon, Mélanie Laurent, pas fan, mais comme ça. C'est pour ça que j'ai mis 4, pas 5, parce que c'est pas non plus un... Mais quand même. Alors, on va parler d'un vieux film. On va parler de Certains l'aiment chaud de Billy Wilder, sorti en 1959. Avec Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon. En fait, si vous êtes fan de duo comique, regardez ce film. Vraiment. Moi, je suis fan du Palma Show, par exemple. Je suis vraiment un Palma fan. J'ai adoré le film. Vraiment. C'est ultra drôle. C'est ultra avant-gardiste par rapport à l'époque. Vraiment. C'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans un film actuel, par exemple. Il y a des gags qu'on pourrait retrouver, j'en sais rien, moi, comme je vous le disais, un truc tout con avec le Palma Show, ou même avec un autre duo d'humoristes. Non, franchement, c'était super bien. Et je trouve que c'est un classique de comédie qui est assez méconnu en France, en tout cas. Enfin, peut-être pas, mais je veux dire, c'est un truc vachement de niche. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment un bon film. Vraiment. Donc pareil, je vous conseille de regarder Certains l'aiment chaud. Et c'est pour ça que j'ai mis 4 sur 5. Parce que il est un poil long. Vraiment un poil. On parle tout de suite d'Uncle James, des frères Safdie, sorti en 2019. Et ça fait partie des films Netflix, voire même le film Netflix le plus réussi à mes yeux. C'est un film hyper intense. Adam Sandler, il est incroyable dans le film. Magistral même. Parce que c'est quand même un immense connard dans le film. Le personnage qu'il incarne, c'est un gros con. On arrive quand même à s'attacher à lui, je trouve. Et vraiment, c'est de l'adrénaline en veux-tu, en voilà. Pendant tout le film, t'en bouffes. Et ça arrive même à être drôle dans des gros moments de tension. C'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est pas un film que je pourrais revoir tout de suite. C'est pour ça que j'ai mis une note... j'ai mis 4 sur 5. Mais pareil, regardez-le, il est sur Netflix, profitez-en. C'est trop bien. Techniquement, c'est un bijou. Alors, on va parler d'un film qui m'a beaucoup plu aussi. C'est Les Magnétiques, sorti en 2021 par Vincent Maël Cardona. C'est une pépite, pareil, que beaucoup n'ont pas vu. Parce que, voilà.
c'est passé sous les radars, alors que c'est vraiment un film super beau. Visuellement, même au niveau sonore, c'est magnifique. Je regrette un peu de ne pas l'avoir vu au cinéma, parce que je pense que le fait d'être en salle, ça aurait pu me mettre encore plus dans l'ambiance du film. Ça, c'est un petit regret. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu gêné pendant le film, c'est qu'il y a un message politique sous-jacent que j'ai pas vraiment réussi à comprendre, parce que en gros, le point de départ de l'intrigue, c'est avril ou mai, je sais plus. C'est en 81, au moment de l'élection de Mitterrand. Et en gros, pendant tout le film, on nous dit que c'est pas forcément une bonne chose que Mitterrand soit arrivé au pouvoir. Bah expliquez-nous, en fait, pourquoi c'est pas une bonne chose, parce que c'est quand même grâce à Mitterrand, parce que le film tourne autour de la radio. Voilà, comme ça, voilà, vous avez le point de départ aussi. C'est quand même dommage que dans le film, on nous dise pas pourquoi. Pourquoi c'est pas une bonne chose que Mitterrand soit arrivé au pouvoir ? Parce que c'est quand même Mitterrand qui a mis les radios libres, qui a justement mis en place les radios libres. Donc pourquoi c'est une mauvaise chose ? Expliquez-nous. Ça, c'est un peu dommage. Donc, vu que ça m'a un peu gêné, j'ai mis 4 sur 5, mais c'est quelque chose à voir. Je vous le conseille, vraiment. C'est une pépite. Alors pareil, film sorti de la même année que Les Magnétiques, réalisé par Ninja Thyberg, c'est Pleasure. Alors j'espère que les enfants sont couchés, puisqu'on va parler de... Alors j'avais vu le trailer et ça avait attisé un peu ma curiosité, et j'ai pas été déçu du voyage. Visuellement c'est ultra beau, malgré le sujet. C'est ultra beau. Ça pose énormément de questions entre notre rapport à la pornographie, etc. Et le message qu'on essaye de nous faire passer dans le film, notamment le rapport à la célébrité, etc., c'est un peu trop simpliste la manière de faire, et je trouve ça un peu dommage. Parce qu'il y avait, je pense, d'autres angles d'attaque. Et non, le film est ultra réaliste, même beaucoup trop réaliste, ça frise même un peu le déconcertant. Et faut savoir que c'est le premier film de Ninja Thyberg. Qu'est-ce que ça va être après ? Moi, j'ai très hâte de voir ses prochains films, parce que ça m'a énormément plu, Pleasure. Et comme je le disais tout à l'heure, les films de genre en France ont de beaux jours devant eux, mais les films de genre en général à l'international ont vraiment de très beaux jours devant eux, vraiment. Par contre, ce que je trouve, pas horrible mais chiant, c'est de mettre de la musique classique qui est synonyme de pureté, de légèreté, sur des scènes ultra crues. Je trouve que ça décrédibilise le message qui est envoyé. Et c'est pareil, c'est un peu cliché en fait, donc un peu chiant. En tout cas, je peux le dire, j'ai mis 4 sur 5 et j'ai pris mon pied. Bon, ok. Bon, vas-y. Tu sais quoi, on arrête là, vas-y, tu m'as gonflé avec tes trucs. Allez, comme vous le savez, je suis un très grand fan de Dupieux et c'est pour ça qu'on va parler d'Incroyable mais vrai, sorti en 2022. C'était un des films que j'attendais le plus cette année et ça a été un régal. Le cinéma de Dupieux commence à se faire une place petit à petit, de fil en aiguille, et il commence vraiment à être compris de tous. Et même si celui-là est un petit peu moins absurde que les autres, je trouve que c'est vraiment très bien. Le concept est installé rapidement, on comprend, on joue sur le fait que c'est compliqué à expliquer, et le film dure 1h10 à peu près. Heureusement, parce que
ne serait-ce que 10 à 15 minutes de plus, ça aurait été vraiment lourd. Les personnages sont super attachants. C'est un peu dommage que la dernière partie du film soit des plans qui s'enchaînent avec de la musique derrière, où il n'y a pas vraiment de dialogue, etc. Après, je me dis que c'est un peu la patte de Dupieux, dans le sens où c'est à nous, en tant que de spectateurs, de se faire les conclusions. C'est à nous de se dire, tiens, il s'est passé ça, donc ça veut dire ça, etc. Ça m'a un peu gêné, je l'avoue, je suis un peu chiant. Et je trouve que c'est quand même un des films les plus accessibles avec Mandibule. J'en avais parlé l'année dernière, je disais que Mandibule était le film le plus accessible de Dupieux. Là, j'hésite entre Mandibule et Incroyable mais vrai. En tout cas, j'attends de voir Fumer fait tousser. On verra bien si le pari de sortir 2 films cette année est réussi pour Dupieux. Et puis voilà. Et d'ailleurs, une magnifique affiche que vous voyez là. Vraiment, je rêve de l'avoir. Mais c'est très belle affiche. 4 sur 5 pour ma part. Allez, là on arrive vraiment au top of the pop, puisqu'on parle d'un Kubrick, c'est Full Metal Jacket, sorti en 87. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire, classique, c'est tout. C'est un film qui est classique, et c'est amplement mérité, vraiment. Il y a quelques longueurs, micro-longueurs on pourrait dire, mais on prend une claque monumentale, vraiment. C'est prenant, il y a une première partie, le film est en 2 parties, et la première, moi, elle m'a cueilli, vraiment. Elle m'a cueilli, c'est incroyable. 4,5 sur 5, voilà. On va parler d'un film de Peter Jackson. Alors vous vous dites, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, non, Brain Dead. Incroyable, vraiment super film. Parce qu'il faut savoir que avant justement Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Peter Jackson a fait des films de dingue avec un chewing-gum et un trombone. Vraiment, c'est l'exemple même que il suffit d'avoir une caméra pour pouvoir faire un film. Le film est vraiment trop bien. Hein. C'est trop drôle, surtout à regarder entre potes. C'est un film complètement fou. Et les effets spéciaux ont un peu vieilli et je trouve que ça donne du charme au film. Et voilà, moi je vous le conseille. Vous voulez vous faire une petite soirée de film d'horreur, je vous le conseille. Brain Dead de Peter Jackson. 4,5 sur 5 aussi. Parce que j'ai passé un super moment avec mes potes. Je sais que vous me regardez, je vous embrasse. Sound of Metal de Darius Marder, sorti en 2019. C'est un film qui m'a accueilli, vraiment, touchant au possible. Tout est bien en fait. Le placement de la caméra, le son, l'image, c'est vraiment pareil. Un film qui est passé un peu inaperçu du grand public, c'est dommage. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu en salle parce que j'aurais pu largement plus être dans le truc. Et Riz Ahmed, donc celui qui incarne le personnage principal, est parfait dans ce rôle, vraiment parfait. Il est vraiment un poil long, et c'est pour ça que j'ai mis 4,5 sur 5. Mais vraiment, foncez les yeux fermés. Allez, un autre film sorti cette année, et je crois que c'est le dernier, si je dis pas de bêtises. Les Vedettes de Jonathan Barré, film du Palmachot. Pareil, c'était un film que j'attendais énormément, vraiment, et j'ai pas été déçu un seul instant. C'était tellement différent du premier film, et c'est peut-être pas plus mal parce que la folle histoire de Max Hélion, c'était sympa mais sans plus. C'est un film que j'ai vu en salle avec des potes, et c'est un souvenir inoubliable. J'ai rigolé du début jusqu'à la fin. Si vous êtes fan des sketchs du Palmachot, vous allez adorer le film, vraiment. 4,5 sur 5 aussi, parce que c'est pas non plus le film parfait, quoi. On va parler d'un film de Heineke, c'est Funny Games, sorti en 97.
Très très bonne surprise, ça m'a donné envie de plonger les yeux fermés dans le cinéma d'Haneke, qui est quand même un cinéma assez particulier, une vision assez particulière. Et le rythme, la caméra, le son, l'écriture des personnages, le scénario est dingue, vraiment, il y a rien à redire à ce niveau-là. Par contre, il y a des petites longueurs au niveau du film. En fait, ces longueurs, elles sont un peu nécessaires dans le film parce que sinon, on serait gavé, vraiment. J'aurais peut-être détesté le film s'il n'y avait pas eu ces espèces de petits moments de décompression et puis de repartir sur quelque chose d'atroce. Et Funny Games, c'est pas à mettre forcément devant tous les yeux, mais en vrai, non, il y a tout un message derrière que j'ai pas compris du premier coup parce que je suis un peu con, mais il y a tout un élément tout un cheminement de pensée à comprendre et c'est vraiment intéressant. 4,5 sur 5 parce que justement vu que j'ai pas compris le message du premier coup, ça m'a un peu gâché l'expérience, mais sinon c'est vraiment un très 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 bon film. Je vous avais dit tout à l'heure, on n'a pas fini de parler d'Alex Lutz puisqu'on va parler de Guy, sorti en 2018. Alors ça fait partie des films que j'ai revus cette année parce que j'en avais de très bons souvenirs. Et j'en ai encore de très bons souvenirs. C'est un film vraiment, j'adore le concept de mêler la fiction avec la réalité en renforçant tout ça, en invitant des personnalités publiques. C'est une espèce de bouffée d'air frais, vraiment. C'est pas le genre de film qu'on voit forcément en France. C'est vraiment un très bon film. Tout est bluffant dans le film. Les maquillages, je suis désolé, quand tu regardes le film, tu ne vois pas Alex Lutz qui incarne Guy Jammet, tu vois Guy Jammet. T'as vraiment l'impression qu'il est réel, parce que c'est bluffant, vraiment. Et je suis désolé d'être aussi énervé, mais ce film me tient vraiment à cœur, parce que c'est dingue, quoi. C'est un film de dingue. Pour vous dire, même les images d'archives, les fausses images d'archives, sont ultra bien réalisées. Tu pourrais foutre le logo INA en bas à droite, ça fonctionnerait quand même. Non, ce film, c'est une tuerie, vraiment. Et il y a autre chose aussi, c'est que la BO du film, on peut l'écouter indépendamment du film. Sans avoir vu le film, on peut écouter la BO, et ça, franchement, pas tous les films arrivent à le faire. Quand on est dans le truc, toute la mécanique fonctionne, et voilà, 4,5 sur 5. Un autre film que je voulais voir vraiment très 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 rapidement, parce que j'en attendais beaucoup, c'est Barbac de Fabrice Eboué, sorti en 2021. J'ai adoré, j'ai kiffé le film, vraiment, c'est... On prend son pied vraiment du début à la fin, en fait. C'est trop bien. Alors, c'est un peu long à se mettre en place, mais une fois que la machine est lancée, c'est hyper jouissif, vraiment. Par contre, c'est vrai que les messages qui sont passés à travers le film sont pas très subtils. Un peu dommage. Mais voilà, il y a des références à Faites entrer l'accusé, et même à la fin du film, à un tueur en série. Bref, moi je suis fan de Faites entrer l'accusé, donc forcément j'ai ces références-là. Et j'ai adoré, vraiment. Pour vous dire, Eboué met des vitesses à certains réalisateurs d'horreur. James Wan. Non, c'est une espèce de Bernie de Dupontel, mais un peu moderne, c'est complètement barré, c'est dingue, vraiment. 4,5 sur 5, parce que, comme je le disais, les messages, c'est pas forcément des trucs... je suis pas forcément d'accord avec les messages que Eboué essaye de nous faire passer, mais comme ça, le film. J'ai bien rigolé, vraiment. Il y a 3 films dont j'ai donné la note suprême de 5 sur 5. On commence avec Elephant Man.
de David Lynch, sorti en 80. J'ai pas grand-chose à dire dessus, tellement c'est incroyable. Pour vous, vraiment, Lynch arrive à nous filmer une maquette sans que ce soit emmerdant, sans qu'on se fasse chier, alors que c'est du papier et du carton. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À partir de ce moment-là, le mec a tout gagné, en fait. Et John Hurt, celui qui fait Elephant Man, est touchant au possible. Et c'est vraiment une performance de dingue. Vraiment, c'est un film de dingue. Et Anthony Hopkins a vraiment la faculté de jouer soit des immenses connards comme dans Le Silence des Agneaux, ou des personnages ultra touchants. Et je crois que c'est un grand acteur. Et vraiment, je pense que malheureusement, le plus tard possible, j'espère, le jour où il partira, je serai pas super bien quand même. C'est 5 sur 5. Ça m'a donné envie, comme pour Heineke, ça m'a vraiment donné envie de découvrir la carrière de Lynch, parce que c'est le premier film que je voyais de lui, et j'ai hâte de pouvoir m'engouffrer dans ce qu'il a produit. Avant-dernier film, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler de Coppola, puisqu'on va parler d'Apocalypse Now, sorti en 79. Un film parfait, en fait. C'est prenant du début jusqu'à la fin, un tout petit peu long, mais vraiment un tout petit peu. Et c'est dingue qu'un mec comme Lawrence Fishburne arrive à proposer une prestation aussi parfaite, aussi bluffante. C'est... Waouh! C'est un très beau film, malgré le thème qu'il aborde. C'est un film vraiment magnifique. Et ne passez pas à côté. Si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, ne passez pas à côté. Vraiment. 5 sur 5, vous en doutez. Et si je dois le revoir, pareil, c'est au cinéma parce que je l'ai vu chez moi. Et j'ai vu la final cut, d'ailleurs, que vous voyez juste à côté avec cette magnifique affiche que j'aimerais bien voir d'ailleurs. Mais pareil, ça c'est un regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma. Et je pense que ça joue énormément. Mais même en le voyant chez moi, ça reste quand même un très bon film. Alors ce dernier film de ce récap 2022, c'est Fils de Plouc, sorti en 2021 par les frères Guite. C'est un film totalement barré, débile, incroyable. Vraiment j'ai kiffé. C'est un film où tout se barre en couille. Et j'ai vraiment surkiffé le film. Pour vous dire, le film s'ouvre avec la première scène. Donc c'est l'histoire de deux frères qui vivent un peu qui se détestent et qui vivent un peu des péripéties assez folles. Et la première scène, c'est une scène où ils font cuire leur merde. Et ils essayent de se la donner à manger mutuellement. Enfin, dès la première scène, tu sais à quoi t'as affaire en fait. Et c'est... moi j'ai surkiffé le film. Il dure 1h08. Heureusement parce que ne serait-ce pareil que 5 minutes de plus, ça serait lourd, horrible. Et voilà, je suis très content de l'avoir vu, on me l'avait conseillé déjà beaucoup. Et ouais, non, je suis très très content que je finisse mon récap avec ce film. Voilà. Bah voilà, on en a fini avec l'année 2022. Une année 2022 vraiment magnifique. Très belle année 2022 pour le cinéma. On a eu de très bons films et aussi quand même pas mal de merde, il faut se l'avouer. Mais voilà, 2023, j'ai pas vraiment de grosses attentes mis à part le film d'Ari Aster, donc Beau is Afraid, je sais plus. Enfin voilà, mis à part ce film, vraiment, les autres, j'attends pas vraiment grand chose. Le prochain Indiana Jones, j'en ai rien à foutre. Le prochain Damien Chazelle, j'en ai rien à foutre aussi. Le film Barbie, alors là, vous pouvez pas savoir. Non, mais voilà, là,
mes résolutions pour 2023 au niveau cinéma, c'est de m'ouvrir à autre chose que du cinéma français ou américain. Donc me tourner vers du cinéma italien, notamment, ou alors cinéma asiatique, je pense au cinéma japonais, au cinéma coréen, pardon. Voilà, de me tourner vers quelque chose de peut-être moins occidental, même si bon, ça m'empêchera pas de regarder puisque la majorité des films qui sortent aujourd'hui sont des films américains ou français, mais voilà, je veux essayer de me tourner vers aussi quelque chose peut-être de plus ancien, des anciens films français. Je sais qu'il y a des films de Clouzot par exemple que je dois voir, voilà, qui je pense me plairont, mais voilà, essayer de me tourner vers un autre cinéma, peut-être plus de niche, un cinéma d'auteur aussi peut-être, mais voilà, c'est à peu près ce que je voudrais pour 2023, et puis bah, on verra bien. Est-ce que l'année prochaine j'arriverai à dépasser les 147 films? On verra bien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je pense, sera longue. Je pense qu'à mon avis, on frôlera les 40 minutes, voire même peut-être plus. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Paul MP4, sur Letterboxd, pour les aficionados de la péloche. Letterboxd, donc site où vous pouvez répertorier vos visionnages de films. Et même de séries, il y en a quelques-unes. Moi, ça fait 2 ans que je l'utilise et c'est grâce à ça que j'arrive à faire justement mes récaps. J'aime beaucoup cette application, je vous conseille, si vous regardez beaucoup de films, de l'utiliser. À côté de ça, il y a quand même Moutarde et Cinéma, bien sûr. Il y a un nouvel épisode qui est sorti, logiquement, si je me trompe pas, il y a quelques jours. Je croise les doigts, pardon, qui est pareil, une grosse rétrospective. Là, on va plus s'attarder sur les films sortis en 2022. Moutarde et Cinéma, donc, qui est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Il y a même Amazon Music. Enfin voilà, vous cherchez Moutarde et Cinéma. De toute façon, je mets le compte Twitter dans la description. C'est un podcast que je host, donc que je présente, et vraiment écoutez-le, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir à moi et aussi à mes comparses qui m'accompagnent, puisque je ne suis pas tout seul derrière, on est 9 à peu près, d'ailleurs, que j'embrasse, car c'est grâce à vous, hein. Voilà. Bah écoutez, je vous dis certainement à l'année prochaine. D'ici là, pas sûr qu'il y ait une nouvelle vidéo, je sais pas, peut-être, on verra bien. Je vous embrasse, il est 2h du matin, je suis complètement crevé. Salut!